Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est avec joie que j'ai une personne qui mérite pour moi d'être connue et le docteur Asghar Rougemont-Burking, qui a écrit un livre sur le vampirocène, d'ailleurs qui est derrière vous, hein, qui a été diffusé en plusieurs langues, enfin deux langues, et peut-être, en tout cas, on espère, soit diffusé en anglais et peut-être aussi en d'autres langues. Le docteur est psychothérapeute, auteur et aussi, dans un cadre légal, accompagne des patients sous les thérapies psychédéliques, bien sûr sous le cadre légal en Suisse, et a mené beaucoup de recherches. Aujourd'hui, qu'est-ce qui... D'ailleurs, bonjour, je vous remercie de prendre ce temps-là. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à écrire ce livre? Et puis, peut-être nous dire déjà quelques mots de ce titre, parce que ce titre, il est quand même très accrocheur, en tout cas pour ma part, et peut-être que des personnes ne connaissent pas d'ailleurs la définition de ce livre. Mhm. Donc, merci Honorine, merci de me contacter, de me donner l'opportunité de présenter mon livre et d'échanger avec vous. J'apprécie beaucoup votre approche de donner des informations par rapport au traumatisme. Et j'essaie de vous répondre. Donc le livre Vampirocène, en allemand, c'est un autre titre. En allemand, on dirait c'est l'ère des vampires parce que en allemand, on peut pas tellement dire Vampirocène, ça serait trop bizarre. Mais ça veut dire c'est l'ère des vampires en analogie avec ce qu'on appelle l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est ce qu'on appelle un peu notre ère depuis quelques voilà, milliers d'années qui formate de manière visible et durable la surface de la planète Terre, hein. Donc on laisse une empreinte durable sur la planète Terre et comme on le sait tous, c'est une empreinte malheureusement de destruction, hein. Donc la crise climatique, la métacrise qu'on peut dire, parce que c'est une crise qui concerne toutes les sphères sociétales et écologiques, hein. Elle se creuse devant nos yeux avec la sécheresse, l'été extrêmement sec et avec plein d'incendies qu'on a vécu dans beaucoup de parts de l'Europe. Et pour moi, c'est juste une sorte de condensation de crise. Et moi, je me suis permis d'essayer de trouver une explication commune, des mécanismes communs dans le psychisme humain, dans la conscience humaine, sur les bases neurobiologiques, hein, qui expliquent pourquoi l'humanité, dans son ensemble, s'engage, s'entraîne dans une spirale de destructivité à toutes sortes d'égards, hein. Et quand donc mon livre, en quelque sorte, je l'ai écrit avec le début de la crise Covid, il y a 6 ans, en 2020. Et c'est une sorte de résumé de mes connaissances et de mes points d'intérêt dans la recherche que je faisais moi-même à l'époque sur la traumatologie, sur les addictions, sur les thérapies psychédéliques, sur les observations que je faisais avec les patients et aussi moi-même dans mon parcours de vie. Et je suis tombé à un moment donné sur un phénomène que j'observais dans les médias, à savoir dans les titres de journaux, dans les articles de presse, dans les films, dans les productions au cinéma. Je voyais beaucoup de figures particuliers traumatiques, que j'appelle des archétypes traumatiques collectifs, à savoir le vampire, le loup-garou et le zombie, hein. Et je fais une petite recherche, on voit clairement dans les analyses des mots sur les productions, on peut vérifier ça et on voit une augmentation de ces figures-là dans la sphère médiatique de manière importante à partir de l'année 2005, hein. Et moi, je me suis, en tant que psychiatre, psychotraumatologue, addictologue, chercheur, thérapeute, je me suis intéressé à comprendre ces figures-là et qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte que l'on sait d'aujourd'hui avec la crise, métacrise, et aussi devant les connaissances neurobiologiques
qu'on a sur le fonctionnement humain. Et c'est ça qui m'a amené à écrire ce livre et d'écrire un peu ces figures-là. Bien sûr, ce sont des figures métaphoriques, hein, euh, mais de voir un peu à quoi ça correspond dans notre société, dans nos fonctionnements et dans la problématique psychiatrique peut-être aussi autour de ces figures-là. D'accord. Et donc, alors, vous parlez de vampires, de loups-garous, donc plutôt dans des figures archétypes, mais euh, est-ce que nous le sommes tous? Ou est-ce que certaines personnes le sont? Quels sont ces mécanismes de victimes ou de, de représentation euh, de, comment dirais-je, euh, voilà, on va parler du loup, hein, voilà, donc, ou du vampire, enfin voilà, donc il y a cette forme où on se nourrit plus, enfin, de l'autre jusqu'à l'épuisement. Et j'aimerais bien connaître votre point de vue sur ça. Hmm. Donc d'abord, la première question, vous avez posé, est-ce que ça concerne qui? Est-ce que c'est nous tous, hein? Ou c'est juste les méchants? Ceux-là, on a envie de pointer du doigt. Et moi, je suis d'avis que ça concerne vraiment toute personne qui évolue dans le système économique global en ce moment sur cette planète. On est tous un peu soumis à cette logique-là, hein. Et c'est pour moi, c'est une logique de l'exploitation. Et à la base, c'est une logique de division et de séparation, hein. Et pour moi, c'est en quelque sorte la suite de quelque chose qui était décrit dans la Bible, dans le livre de la Genèse, hein, avec la chute de l'homme, donc qui doit partir du paradis pour par la suite entrer dans la terre pour la travailler dur, pour souffrir et pour vivre dans la souffrance et dans plein de douleurs, hein. Et en échange pour cette douleur-là, on a le droit de maîtriser, de dominer la nature, hein. Et en faisant cela, on acquiert une énorme potentiel de créatif, la technologie, hein, toute la puissance intellectuelle et technologique qu'on a acquis au cours des dernières 10 000 ou 12 000 ans. Mais ça, en même temps, ça nous coupe de notre lien avec le vivant, avec la nature. Et par la suite, cette coupure-là, elle se manifeste au niveau de l'individu par un manque d'amour propre, d'acceptation de soi comme on est, hein. Et cette acceptation de soi, cet amour propre, elle est douloureuse à ressentir. Ça correspond à une sorte de vide intérieur, hein, une sorte de tristesse existentielle, perte de sens, on ne sait pas pourquoi on est là, et on a tendance à compenser ça par la suite, hein. Et on compense ça notamment avec des preuves qui vont nous dire que tout va bien, hein, et qu'on a plein de bons arguments pour dire je maîtrise tout, j'ai plein de ressources sous forme d'argent et de pouvoir, j'ai plein de nourriture stockée dans ma cave, etc., etc. Je cumule des preuves de ma réussite pour compenser ce vide intérieur. Et c'est pour moi la réelle cassure profonde que nous avons tous vécu de notre culture et qui s'est malheureusement creusé, ancré, perfectionné à travers les générations pendant 10 000 ans. Et ça mène maintenant à une sorte de crise collective où tout le système de la division et de la domination arrive à sa fin et à mon avis en train de vivre une disruption de notre culture, en train de la vivre en ce moment et ces prochaines années. Et c'est ça que j'essaie de décrire dans mon livre, ces mécanismes-là. Et vous parlez aussi de l'addiction. En effet, l'addiction, pour moi, c'est la réponse de l'être humain traumatisé, hein, dont l'amour propre, je m'accepte comme je suis une bonne personne, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, hein, je trouve ma place dans le monde, je fais partie de quelque chose de plus grand. Et ça a été cassé à des degrés variables et les cassures les plus violentes, traumatiques, nettes, arrivent, engendrent par la suite des addictions graves, comme on le connaît,
et que l'addiction est une sorte de stratégie de survie, de compenser cette douleur de la cassure par des substances qui atténuent cette douleur. Mais cette addiction, pour moi, dans ma compréhension en tant qu'addictologue, elle n'est pas seulement visible sous forme de prise de substances, hein, que ça peut aussi être des médicaments psychiatriques qui sont utilisés pour compenser, pour atténuer la douleur, la souffrance, mais on trouve ça aussi de manière générale par notre manière de consommer et d'exploiter la planète dans cette frénésie d'accumulation, d'exploitation, de consommation toujours plus. Et pas ça pour moi, notre manière de fonctionner en tant qu'espèce qui exploite la planète et mutuellement nous aussi, est une problématique addictive profonde. Et addiction pour moi égale, rime toujours avec trauma non intégré. Hmm. Et donc, dans ces traumas non intégrés, et comment vous pouvez proposer une méthode, une approche, ou peut-être des formations, ou pour pouvoir accompagner. Déjà, enfin voilà, c'est vrai que dans le livre, il y a beaucoup de ressources, mais on peut s'en sortir de tout ça. Il y a quand même un message très fort dans votre livre. Oui. Pour moi, la toute première chose que j'essaie de faire avec le livre et le titre notamment qui est confrontant, c'est déjà de nommer un chat un chat. C'est déjà de ne pas se voiler la face en disant c'est pas si grave que ça, on va trouver une solution, on est comme intelligent, on va trouver la combine technologique et le contrôle pour sortir de cette crise colossale. Moi, je suis d'avis, on n'échappera pas à quelque chose de très douloureux ces années à venir, mais la seule solution, c'est commence déjà à faire le bilan de cette difficulté-là, à nommer un chat, à savoir que la culture que nous avons tendance à appeler, nous sommes un peu une culture très évoluée, très hautement développée. Pour moi, c'est une sorte de blanchiment de notre histoire parce qu'elle ne veut pas reconnaître que notre culture est avant tout l'expression d'une traumatisation intergénérationnelle millénaire qui continue à se cumuler et qui crée toutes sortes de sociofacts destructrices, hein. Et de ça, il faut au moment de nommer ce que je sais avec mon nid, nommer le problème à son origine. Et dès qu'on l'a nommé, à mon avis, et dès qu'on a compris, ah oui, mais c'est vraiment absurde, c'est vraiment pourquoi on fait ça, on va tous, ou chacun à son niveau là où elle est dans la vie, on va commencer à changer un peu notre fonctionnement quotidien. On va changer nos priorités, on va changer notre manière de faire et que j'espère, c'est une sorte de prise de conscience d'abord individuelle, puis de plus en plus collective, comme on peut faire les choses différemment. Donc le changement, voilà, commence par un changement individuel. Donc de donner l'information, parce que quand on ne sait pas, on peut pas prendre conscience des choses. Donc comme vous dites, nommer un chat, déjà c'est la première chose. Et qu'est-ce qu'on pourrait, euh, voilà, à notre échelle, hum, donner comme peut-être information pour donner cet élan d'aller lire ce livre, de faire un travail sur soi, d'essayer de peut-être de sortir de cette de ce côté vampire, hein, comme vous l'expliquez, hein, d'aspirer l'énergie, enfin la nourriture de l'autre, et où on est beaucoup très centré sur soi. Ça, c'est pour moi important de décrire ces archétypes comme des personnes qui, d'un côté, sont intimidantes, qui sont séduisantes aussi, notamment le vampire est très séduisante, hein. Il y a cette potentiel-là de séduction, et ça, c'est important de reconnaître de beaucoup de narratifs qu'on a et dans lesquels on se souscrit, on s'identifie avec. Il y a un côté séductrice, hein, séducteur, à savoir ça fait appel à des besoins profonds, à des envies profondes, etc. Mais il faut reconnaître que derrière tout ça, la personne reste un peu ancrée dans son manque d'amour propre, hein. Et elle essaye par manipulation, par la séduction, par la menace,
de gérer son angoisse existentielle. Et pour moi, le but de mon livre, c'est déjà de me démontrer l'ampleur de la souffrance et de l'aliénation et de l'isolement que nous vivons tous en fonctionnant comme ça. Et c'est important aussi le vampire, il est souvent considéré comme la personne qui a bien réussi sa vie, hein. Il peut s'appuyer sur des preuves de sa réussite, toutes ses amis, toute cette richesse, toute cette consommation exclusive, etc. Et on a tendance à l'applaudir, hein. On a tendance à dire, ah oui, je veux devenir comme cette personne aussi, qui est tellement de réussite, hein. Et pour moi, c'est d'abord de montrer que quand on regarde la phénoménologie de ces personnes-là, au pouvoir, avec beaucoup des preuves de réussite, quand on regarde cette phénoménologie-là, ou la phénoménologie des autres archétypes, le zombie et le loup-garou, ce sont des personnes avec qui portent une énorme souffrance, hein, qui n'est pas admise, qui colmatée, qui mise camouflée derrière les preuves de réussite, hein. C'est une forme de narcissisme contemporain. Voilà. Le vampire, comme vous le dites, c'est le narcissisme, hein, quand on met une belle image de nous sur l'écran et on fait croire à soi-même et aux autres que tout va bien et qu'on est fort et beau et puissant. Et ça, c'est au final, quand on regarde la phénoménologie derrière la façade, on voit que la personne est malheureuse, elle s'est pas connectée, elle a plein de doutes et elle est dans une obsession de compensation, hein. Et c'est ça qui détruit nos relations et ça détruit aussi la planète. Et pour moi, c'est important de vraiment bien décrire cette phénoménologie et les raisons pour lesquelles une personne s'identifie avec ce type de narratif sur elle-même et sur le monde. Et une fois qu'on a constaté ça, on a envie de dire, mais c'est absurde de vivre, fonctionner comme ça. On se fait du mal à soi-même, on n'est pas en lien avec nos besoins et notre potentiel, et on est en train de détruire notre collectivité et la planète, hein. Et pour moi, c'est aussi l'importance dans mon livre que je montre un peu que si on arrive à se mettre en contact avec nos réels besoins et notre potentiel humain comme être consciente, hein, autoréflexif, on pourrait créer avec les choses qu'on a su développer à travers le vampirocène, la technologie, on pourrait créer vraiment un monde merveilleux sur cette planète-là. Et c'est ça l'espoir que je se donnais. On va devoir quitter un fonctionnement toxique, dysfonctionnel qui fait mal à tout le monde. Et en échange de quitter ça, on peut gagner quelque chose qui vaut la peine. Et c'est ça pour moi le vrai anthropocène à venir, hein. À savoir un monde dans lequel on utilise la technologie et nos connaissances qui sont là. On les a clairement établis, on sait que c'est du bien-être humain et on sait qu'on pourrait fonctionner et on met ça en place petit à petit pour créer un monde harmonieux en respect de nos besoins et de nos capacités et de notre potentiel et on pourrait enfin créer une sorte de paradis sur Terre. C'est ça que je souhaite et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Mm. Donc, mais pour atteindre le paradis sur Terre, Oui, ou il faut oser le voir, il faut oser le. Pourquoi on le fait pas? Pourquoi on est toujours dans la dystopie, hein? oui, Pourquoi on. c'est vrai. Et ce que vous dites, on peut voir un phénomène, par exemple, sur Netflix. C'est, c'est que du drame, c'est vrai, des loups-garous, des vampires, des meurtres, et ça cartonne. On est dans ça devient une consommation. Ça vient une direction donnée à l'espace conscience collectif que la seule direction possible, c'est la dystopie. Hmm. Et moi, je trouve ça, comme vous mentionnez ici, je trouve ça dangereux où il faut questionner ça. Pourquoi on nous présente et nous, on consomme ce genre d'image pour nous rassurer, c'est pas si grave que ça ce qu'on vit en ce moment. Mais dans quelle direction est-ce qu'on va avec tout ça? Et Ouais, moi, je dis, ça oui, normalise, oui. parce qu'on voit ça dans les médias, on voit ça, voilà, enfin, cette forme de violence, elle devient normale si elle est diffusée. C'est ça. C'est ça un sujet important dans mon livre, c'est ce que j'appelle la normalisation ou la banalisation de la violence, hein. Ça devient tellement présenté, on vit ça aussi nous-mêmes dans notre éducation, souvent dans les familles, dans les relations de travail, qui ont un tel degré de violence interpersonnelle, et on a tendance à dire, mais c'est comme ça, c'est normal, la nature humaine est comme ça, on peut rien changer à cela, hein. Et ça,
pour moi un regard, une compréhension de la nature humaine qui est profondément formatée par l'attachement traumatique. Hein. À savoir, on trouve ça normal et on s'identifie avec pour survivre dans un système de violence. Hein. Et ça, c'est un concept clé de mon livre que j'appelle le syndrome de Stockholm, individuel et collectif, que afin de survivre dans un système de maltraitance dans lequel on ne peut pas échapper, on s'identifie avec, on normalise et on banalise et en le faisant nous-mêmes, chacun à son niveau, devient au risque de devenir aussi bourreau pour les autres. Parce qu'on a tellement banalisé ça qu'on trouve ça normal. Et puisque moi je l'ai vécu, je trouve ça normal et je vais faire subir ça aussi aux autres dans mes rapports au travail, dans les familles, etc. Oui, si je souffre, je vais punir. Voilà, ça devient normal. Voilà. C'est ça la boucle bourreau-victime. Hein. Victime-bourreau, ça tourne en rond et c'est notamment la figure que j'ai du loup-garou qui porte ça beaucoup. Hein. J'ai le droit de maltraiter les autres parce que j'ai vécu des choses très pénibles, très douloureuses. Je suis rongé par la colère et la vengeance et donc je fais subir ça aux autres et c'est normal. Hein. On peut rien faire à cela. Et ça explique que toute cette chaîne intergénération de conflits, de guerres, de catastrophes humanitaires, et on trouve ça normal et on dit que c'est la nature humaine, alors que c'est juste une composante de la nature humaine, et on pourrait aussi s'appuyer sur d'autres connaissances composantes sur la nature humaine qui sont pas si violentes que ça, du tout. Hmm. Mais ça peut être, enfin, voilà, aussi appuyé, que ce soit sur politiquement, sur les choix de société, qui va accentuer aussi cela. Mais une chose je trouve intéressante, c'est comment sortir parce que on est quand même beaucoup maintenant victimes. Voilà, dans toute, peu importe les domaines, mais on va toujours rejeter la faute sur les autres, même si des fois, oui, il y a la faute, oui, il y a des choses de graves, mais on se positionne très souvent en victime et on ne prend plus les parts de responsabilité. C'est ça, oui. Donc, c'est en effet que ça, c'est un peu le côté obscur de la victimologie, hein, ou de combat commun pour refaire reconnaître le trauma, qu'après, il y a tout le monde qui s'est dit traumatisé et que de toute manière, c'est grave. Et puisque c'est comme ça, je profite maintenant du système qui m'a maltraité. Hein. Et donc, en faisant ça, on reste dans la boucle. Hein. Et donc, pour sortir de cette identification de victime, vous l'avez déjà mentionné, c'est un peu de regarder quelle est ma responsabilité pour ma situation ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour être moins victimisé dans mes relations, hein. Et ça, c'est ce que je fais dans les thérapies que je mène, hein, à savoir amener les gens à clarifier, à remanager leurs relations avec eux-mêmes et avec leur entourage, hein, ne plus accepter des choses inacceptables et d'être gentil avec soi-même. Hein. C'est ça que j'essaie d'amener dans mes thérapies. Et on devrait faire ça aussi de manière collective, hein, à savoir chacun regarde où est ma responsabilité pour vraiment améliorer les choses autour de moi et par rapport au mandat qu'on m'a légué, notamment dans mon professionnel. Je suis responsable pour un fonds d'investissement, je suis responsable pour le développement économique, je suis responsable pour pour moi, pour réduire la destruction des écosystèmes. Mais qu'est-ce que je fais réellement, hein? Et donc, vraiment de regarder, si chacun regarde un peu dans son miroir, hein, et assume ses responsabilités, je pense qu'on a déjà avancé d'un grand bout. Hmm. En tout cas, c'est très intéressant. Je pourrais parler des heures avec vous. Et c'est en mot de fin. euh, Qu'est-ce que vous pourrez nous dire, voilà, de vos recherches, de votre expérience, et voilà, pour aussi nous inviter personnellement, je mettrai toutes les informations de votre livre et en dessous de cette vidéo et puis les liens qui vous renvoient aussi sur vos réseaux. Euh, donc je vous invite à nous dire un mot de fin et puis peut-être quelque chose que vous avez envie de nous partager aujourd'hui. Très bien, en tout cas.
peut-être pour le mot de la fin, pour moi, je tiens à mettre un peu plus de regard, de nous inviter, surtout nous les thérapeutes, hein, parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes maintenant qui s'intéressent à la psychotraumatologie, qui découvrent un peu toutes les séquelles traumatiques chez leurs patients, la psychopathologie, les manifestations, les symptômes, tout ça, c'est très bien. Mais on oublie, on omet et on n'ose pas, à mon avis encore, trop dans le domaine des professionnels de la réalisation de l'aide, l'accompagnement psychothérapeutique en psychotraumatologie, on n'ose pas assez, de manière adéquate, nommer la problématique sociétale systémique. Mm. Dans ma compréhension, le traumatisme, c'est toujours aussi une suite, un résultat d'une prise en charge inadéquate par le système social autour de la personne par rapport à un événement stressant. Pour moi, c'est important de dire que c'est normal qu'il y ait le stress dans la vie, c'est normal qu'on vit des choses difficiles. Je ne mets pas sans doute, je vais pas me battre contre le fait que le stress, ça fait partie de la vie. C'est pas, je veux pas enlever le stress. On peut pas, hein. Mais de ce qui se passe quand une personne vit un stress extrême, souvent, trop souvent, elle est laissée seule. Elle n'a pas le soutien qu'elle aura besoin pour se rétablir. Par le déni, par une sorte de complicité du système autour avec la logique de la maltraitance. On sait tout ça, hein. Mais moi, je trouve par rapport à l'émergence de troubles psychiatriques dans la population, notamment chez les jeunes, hein, les adultes, les adolescents, les jeunes adultes, on devrait aussi, à un moment donné, pas dire, ah oui, mais c'est horrible qu'on a autant de problèmes psychiatriques chez les jeunes, mais devrait aussi de dire peut-être notre système sociétal qu'on impose aux ces jeunes est peut-être aussi maltraitante, hein. Et que le trauma, ça a lieu dans la société et la société a un impact majeur sur, oui ou non, la personne développe des séquelles. Donc moi, à la base, je suis dans l'anthropocène que je souhaite voir un jour, hein, si un événement hautement stressant arrive sur un individu, la collectivité, elle va le voir, elle va le reconnaître et elle va mettre tout ce qui est possible pour soutenir la personne, pour lécher ses plaies, pour cicatriser et pour sortir de cette épreuve avec le moins de séquelles possible. Et c'est ça qu'on devrait faire et c'est ça de ce dont on parle pas assez aussi dans le domaine de la psychotraumatologie thérapeutique académique en quelque sorte. Et c'est ça peut-être mon message pour la fin. Et en tout cas, merci, mais c'est vrai que le, l'éducation, euh, euh, ça passe par là. Alors c'est vrai que là en France, le système éducatif est en difficulté, on va dire, par rapport à d'autres pays. Mais il y a d'autres pays où il y a des cours d'empathie, ou des choses, peut-être des choses comme ça qui devraient être mises en place dès le plus jeune âge. Ou alors le simple message aussi que le but de la vie, c'est de gagner de l'argent, et si possible le plus possible, hein. C'est une telle banalité, c'est tellement répété à nos enfants, hein. Mais c'est quelle valeur est derrière tout ça? Est-ce que c'est vraiment la nature humaine de vivre sur cette planète en gagnant de l'argent et dépensant de l'argent, sachant que de toute manière, dans les années à venir, le système du travail et de la rémunération, avec la suppression de beaucoup d'emplois, ça va disparaître, hein. Donc, va réfléchir sur des alternatives. Et c'est le moment maintenant de réfléchir sur quelle direction, sur quelle valeur est-ce qu'on construit notre société. Mm. Et donc, tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, la crise des troubles psychiatriques chez les jeunes va augmenter, malheureusement. C'est vrai. En tout cas, enfin, voilà, votre livre est disponible sur Amazon, sur d'autres plateformes. Je vous invite fortement à vous procurer ce livre, de le partager, que ce soit dans le monde professionnel ou si voilà, vous vous intéressez à des sujets sociétals, sur le trauma, sur
comment s'améliorer, tout simplement. Et puis, je pense que c'est un livre à lire, à offrir, à partager au plus grand nombre. Parce que je pense que, en tout cas, en ce moment, à la fin de mes interviews, je nomme beaucoup le conte du colibri, mais et je vais le rappeler, parce que c'est peut-être important, mais pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est que il est très très simple ce conte, mais un jour il y a un grand incendie et les animaux partent dans tous les sens. Et, et il y a un petit colibri avec son petit bec qui va à la rivière et éteint l'incendie à sa façon. Et le lion s'arrête, la girafe lui dit mais tu es fou. Et puis il dit voilà je fais ma part. Et je pense que aujourd'hui on contribue à faire notre part. Et merci à vous de tous les travaux, toutes les recherches que vous faites et aussi au sein de votre cabinet. On en parlera peut-être sur une autre interview sur les psychédéliques, comment Mhm. accompagner, mais malheureusement en France ce n'est pas encore légal, mais ça avance avec d'autres professionnels qui se battent en tout cas pour amener plus de confort et d'aide en France. Merci pour ce moment. Merci Honorine, merci pour votre travail de votre côté pour présenter au public tous ces concepts-là. C'est très précieux, j'apprécie beaucoup. Vous m'avez donné le temps d'échanger autour de mon livre. Merci. Merci infiniment.